Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dimanche 26 novembre 1989, dans la baie des Sables d'Olonne, nous sommes dans le département de la Vendée. Un vent, j'allais dire arctique, un vent nordique en tout cas, fouette les gréements de 13 voiliers monocoques qui tentent de faire du surplace sur l'eau. Leurs 13 navigateurs attendent le top départ de cette première édition d'une nouvelle course, le Vendée Globe, un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. À 15h16, Éric Tabarly est considéré comme le père de la voile française. Il est sur un bâtiment de la Marine nationale. C'est lui qui donne le coup d'envoi. La corne de brume retentit dans la baie et la foule applaudit. On entend partout des sifflets. Ça fait des échos extraordinaires. Les 13 concurrents donnent un coup de barre. Ils bordent le génois, la grand voile. Ils bondissent pour couper la ligne de départ au milieu des embruns. C'est déjà totalement héroïque comme image et comme force. Ils sont partis pour 4 mois dans 3 océans. C'est le défi inouï qui a été lancé, disons, par le fondateur du Vendée Globe, Philippe Gentot, avec l'aide très appuyée du président de la Vendée, Philippe de Villiers. Les concurrents vont descendre tout au sud de l'Atlantique. D'abord, ils vont passer par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud et puis faire le tour de l'Antarctique par l'océan Indien, le cap Lewin en Australie, l'océan Pacifique Sud, le cap Horn au Chili pour remonter l'Atlantique à la fin. Tout ça doit faire 24 000 nautiques, autant dire 44 500 kilomètres, vous m'avez bien entendu, plus de 40 000 kilomètres. Cette solitude que nous nous offrons est un luxe, dit l'un d'eux, Jean-Yves Terlin, une course enivrante mais aussi épuisante, extrêmement périlleuse dans les 40e rugissants, les 50e hurlants et même les icebergs du pôle Sud. Dans la première préface de la légende du Vendée Globe, Philippe Joubin, le livre est reparu chez Albin Michel en octobre dernier. Donc voici ce que dit Michel Desjoyaux, qui a donc fait la préface de ce livre de Philippe Joubin. Personne n'avait de certitude. Le doute était omniprésent et personne ne s'y trompait. Ils ne savaient pas où ils allaient. Et tous se demandent combien rentreront. Ces marins ont en mémoire la précédente et unique tentative de course autour du monde en solitaire et sans escale, le dramatique Golden Globe Challenge de 1968. Ça a marqué les esprits, bien entendu. C'était le Sunday Times à l'époque qui avait lancé ce Golden Globe Challenge, qui s'était soldé par 7 abandons et même par un suicide en mer. Il y avait seulement un concurrent qui avait réussi à boucler le tour. Alors bien sûr que 20 ans plus tard, on peut dire que les conditions de sécurité se sont un petit peu améliorées, la météo est plus précise, les participants sont tous aguerris, sont des professionnels de la régate, et puis les bateaux sont mieux adaptés. Ce sont des bateaux qui font environ 18 mètres, dans les 60 pieds comme on dit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient encore devenus les monstres de technologie qu'on connaîtra par la suite et qu'on connaît nous aujourd'hui. Il n'y a pas de GPS à l'époque, pas de téléphone satellite, seulement quelques liaisons radio longue portée qui sont des liaisons à heure fixe. Je cite Didier Ravon dans un article de Libération. La chasse au gramme superflu n'a pas été envisagée. Titouan Lamazou, sur son 60 pieds spécialement conçu pour la course, embarque tout en double du jeu de voile à la castillage, plus soi-disant 13 pilotes automatiques, quand Philippe Poupon possède une penderie à cirer, chauffée à l'air pulsé, un lit douillet dans la coursive et une machine à coudre, ou Jean-Yves Terlin, 2 gros Macintosh de bureau et pléthore de bouquins sous sa bulle Pyramide du Louvre. Loïc Perron, lui, a décoré son intérieur kitsch de fresques vénitiennes et de paysages inspirés du douanier Rousseau. Il a même embarqué un orgue, quand Philippe Gentot, créateur de l'épreuve mais également concurrent, a préféré un confortable siège de Renault 21 devant sa table à cartes. Seul Jean-Luc Van der Heide, alias VDH, un prof de maths au gabarit de bûcheron, navigue sur un cigare en aluminium où l'on ne peut se tenir debout et dont l'espace de vie est aussi austère qu'une chambre de moine. Franck Ferrand
sur Radio Classique. Et voilà donc lancé dans le golfe de Gascogne. Et dès le deuxième jour, une première avarie va frapper le favori de la course, donc Philippe Gentot. Le vide-mulet de son bateau s'appelle Crédit Agricole 4, se brise. Cette pièce, ce qu'on appelle le vide-mulet, c'est une pièce maîtresse qui relie la baume de la grand-voile au mât. Vous voyez que c'est absolument essentiel. Naviguer, n'est-ce pas, c'est aussi bricoler. Et Gentot va cisailler un morceau d'aluminium, pince, lime, ajuste et remplace le vide-mulet. C'est incroyable ce qu'il fait. Et il va pouvoir comme ça continuer. Ça lui a fait perdre du temps, cette réparation de fortune. Ça va l'empêcher de pousser son bateau au maximum. Et pourtant, il était bien au départ de toute cette affaire. Au départ, c'était l'idée de 3 copains, et puis d'autres se sont greffés, dira-t-il. Il voit donc 2 outsiders prendre la tête de la course. Titouan Lamazou, à bord de son écureuil Aquitaine 2, qui est un navire tout neuf. Et puis Philippe Poupon, qui lui est sur un ketch qui s'appelle Fleury-Michon 2. La flotte s'étire dans l'Atlantique. Pierre Folenfant perd un morceau de son safran. Le safran, c'est ce qui permet de diriger le navire, c'est pas rien. Et son pilote automatique va finir par tomber en panne. La baume du bateau de Patrice Carpentier se brise. Vous voyez un peu les conditions incroyables. Cette mer si grosse qu'elle casse tout. Il faut rafistoler comme on peut. Les marins traversent le poteau noir autour de l'équateur avec plus ou moins de chance selon les cas. Il y en a qui vont rester complètement encalminés dans cette espèce d'endroit sans vent. Ah, malheur à celui pris dans cet affreux poteau noir, écrivait Jules Verne. Et vous savez ce que le poteau noir par la suite aura coûté à Mermoz, n'est-ce pas? Eh bien, il va coûter aussi pas mal aux concurrents de ce premier Vendée Globe. Le 1er décembre, sur son Lada Poch, Loïc Perron va pouvoir néanmoins fêter ses 30 ans. C'est un précurseur, lui. Il a embarqué une caméra pour filmer une sorte de journal de bord vidéo, et on le voit qui, donc, le jour de ses 30 ans, ouvre les cadeaux qu'il a emportés. J'ai 30 balais, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, dit-il. Pour l'instant, il est 3e au classement. Lamazou sera donc le premier à doubler le cap de Bonne-Espérance, mais il est talonné de très près par Poupon, qui a bien l'intention de le détrôner. Le 26 décembre, il dit « Je me sens bien avec mon bateau, en pleine communion », sauf qu'au sud du cap de Bonne-Espérance, ce qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est une terrible tempête. Vous écoutez Radio Classique. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez au moment de Noël 1989 ? En tout cas, pour ceux qui ont l'âge de s'en souvenir, eh bien, je vous prie de croire que les concurrents du premier Vendée Globe se le rappellent bien pour leur part. Le 27 décembre 89, Fleury-Michon 2 file sur les lames des 40e rugissants. On est donc au sud de l'Afrique du Sud, si vous voulez. Et ça grince et ça vibre. Il faut imaginer la coque qui cogne littéralement sur la mer. Et Philippe Poupon pousse son bateau pour essayer de rattraper Titouan Lamazou. Poupon dort par tranche de 40 à 50 minutes seulement. Vous ne pouvez pas dormir plus, évidemment, dans ce genre de circonstances. Il faut toujours vérifier le cap et voir où sont les vents et régler les différentes voilures, bien sûr. La nuit tombe, le vent peut atteindre 50 nœuds, autant dire 100 km/h, et la houle monte à 10 mètres. Vous voyez un peu les murs de mer que ça représente. Et après chaque vague, le bateau, quand il redescend, peut atteindre des pointes à 20 nœuds. Dans l'euphorie, je ne réduis pas la voilure, à vous, Poupon. Seulement à 2h30 du matin, ce 27 décembre, une rafale plus puissante, une déferlante, pousse le bateau, le fond ployé et plongé. Le pilote automatique n'a pas réussi à redresser, la mer est plus forte. Le bateau se couche sur bâbord, on appelle ça partir au tas. Il faudrait choquer la grand-voile pour libérer un peu de tension, mais seulement là, c'est trop tard. Et le navire est en train de chavirer à l'intérieur dans le carré. Petit carré, bien sûr, tout bascule. Philippe Poupon, qui est en sous-vêtements polaires, tombe de sa table à cartes. Il attend que le bateau se redresse. En principe, la quille est plus lourde que le mât, ce qui permet de remettre n'importe quel monocoque à plat. Sauf que là, le bateau ne veut rien savoir. Il reste sur le flanc, peut-être à cause du deuxième mât, le mât d'Artimon, que Poupon a fait rajouter et qui finit par compenser le poids de la quille. Le but, c'était d'avoir plus de voilure, je n'ai pas besoin de vous dire.
Le skipper a le réflexe de couper l'électricité pour éviter un suraccident, comme on dit. Et puis, il sort dans le cockpit à la verticale en s'agrippant pour ne pas glisser dans les flots. Il faut imaginer la mer en furie autour. Il fait 0 degrés Celsius. L'eau est à 5 degrés. Philippe arrive à libérer la grand voile et le foc, seulement le bateau reste couché et maintenant il est secoué comme un bouchon. Poupon vide les ballastes tribord de toute l'eau qu'il pouvait contenir pour retourner la coque, mais ça n'a toujours pas d'effet. L'angoisse m'étreint, racontera-t-il. Si le mât bascule à la verticale sous l'eau, personne ne pourra me sauver. Les déferlantes recouvrent le bateau. Le vent glacial le secoue dans tous les sens. Au bout d'un temps infini de vigilance, je me rends compte qu'il est resté à peu près dans la même position. Le danger semble écarté. L'eau pénètre dans le carré, mais pas assez pour le faire couler. Je ne pense plus qu'à sauver ma peau. Le 28 décembre, il est 11h quand il se résout à appeler à l'aide. Sauf que, comment faire ? La radio est hors service, alors il faut déclencher les balises de détresse, les balises Argos et Sarsat, et attendre. Et pendant ce temps, à Paris, au PC Course, qui a été installé sur une péniche amarrée à un quai de Seine, on est très inquiet. Sans avoir reçu d'alerte, on a déjà constaté une anomalie. Les positions satellites envoyées automatiquement par les bateaux montrent que celui de Philippe Poupon a soudainement changé de cap et surtout, la vitesse est tombée de 12 à 1,4 nœuds. Or, dans cette zone-là, le vent est à 40 nœuds, donc ça veut dire qu'il y a un très grave problème. Le PC Course de Paris alerte le CROSSA qui est basé à Étel, dans le Morbihan. Le CROSSA, c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage atlantique. C'est ce poste-là qui va déclencher une recherche en précisant « Nous ignorons si Philippe Poupon est à bord de son bateau ou non ». À 12h10, l'alerte est confirmée. Le CROSSA reçoit un signal de détresse. Ça y est, ça veut dire que les balises que Philippe Poupon a activées ont fonctionné. Urgence absolue, bien sûr, le CROSSA demande à tous les bateaux de la course de porter secours à celui-ci. Titouan-Lamazou est devant, mais il vient de réchapper à la même tempête que celle à laquelle est confronté maintenant Philippe Poupon. Il ne peut pas faire demi-tour, son bateau a beaucoup souffert, il a un winch de cassé, une latte a été arrachée. S'il fait demi-tour, il sera cette fois face au vent et face à la houle, ce serait un enfer terrible. Et heureusement, il y a d'autres concurrents qui vont pouvoir se dérouter, Perron, Gentot, Van der Heide, et puis Gauthier, et puis Folenfant. Et de tous, c'est finalement Perron qui est le plus près, mais il n'arrivera que le lendemain. Et de tout ça, Poupon ignore tout. Il va passer la nuit dans le noir. Vous imaginez l'angoisse avec le risque que ce bateau se retourne en permanence. Le matin, le temps s'est quand même calmé. Philippe Poupon entend le moteur d'un gros avion. C'est un C-130 militaire sud-africain qui est en train de survoler la zone considérée comme zone de recherche maintenant. Poupon se hisse comme il peut debout sur la coque. Les militaires le voient et ils vont pouvoir envoyer le message à Paris. Fleury-Michon couché, skipper faisant signe. La position exacte de Poupon est transmise à Loïc Perron. Et je vous l'ai dit, Perron avait embarqué une caméra. Il a la bonne idée de mettre tout ça en route quand il arrive sur zone. Le 29 décembre à 11h, et on a l'image de ce voilier terrassé, des deux hommes qui communiquent par VHF. Ils décident de tenter de redresser le bateau. Perron fait le tour du navire de Philippe Poupon. Il passe vraiment à ras. Poupon lui lance un boot. Il faut 2 tentatives pour que Perron le récupère en manquant de basculer à l'eau. Finalement, on arrive à attacher ce cordage à un winch. Et puis, le vent, à ce moment-là, est en train de reprendre. Tout ça est réalisé à voile réduite. Sous l'effet de l'attraction, Fleury-Michon devrait se redresser, mais rien ne se passe. Alors Poupon prend une décision, il va démonter ce fameux mât d'artimon à l'arrière, ce mât qui a sans doute alourdi le bateau et qui s'est encore alourdi sous l'eau, bien sûr. Il faut encore des heures. Et la tempête est là, qui approche, qui talonne maintenant. Et c'est la 2e tentative de remorquage. Et cette fois, le navire tressaille et se redresse. Et en 1 seconde, Poupon doit s'accrocher parce que c'est violent. Ça y est, en 1 seconde. Le navire se redresse là d'un coup, c'est très extraordinaire à voir. La grand voile est en lambeaux, mais la quille, le safran sont intacts. Poupon peut hisser une nouvelle voile et son bateau repart. Même l'électronique se met à refonctionner. Poupon pourrait reprendre la course, seulement il a reçu de l'assistance, donc il est disqualifié. Il est obligé de jeter l'éponge et de faire route vers Cape Town
en Afrique du Sud. Quant à Loïc Perron, il reprend sa route, il se lance dans l'océan Indien maintenant à la poursuite de l'Amazou. L'Amazou qui lui est déjà en train de filer vers l'Australie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il ne faudrait pas croire que ce passage du cap de Bonne-Espérance soit facile pour les autres concurrents. C'est aussi dur pour tout le monde. Bertie Reed abandonne à cause d'une avarie de Safran. Jean-Yves Terlin démate. Alors eux aussi sont obligés de rentrer au cap. Quant à ceux qui poursuivent, il leur faut encore affronter maintenant les 50e hurlants. Ils descendent de plus en plus au sud, près de l'Antarctique, pour essayer d'accrocher des vents plus soutenus et de naviguer donc encore plus vite. Ce qui veut dire que beaucoup frôlent des icebergs. On voit ces énormes blocs de glace sur les images. C'est tout simplement effroyable. Philippe Gentot veut rattraper son retard. Il descend jusqu'au 62e parallèle et pas très loin du cercle polaire à ce moment-là. Pendant 10 jours, nous avons avancé à fond dans un champ d'iceberg avec le risque d'en taper un à tout moment, dit-il. C'était la roulette russe. Oui, parce que taper un bloc de glace qui est immergé quand vous êtes à pleine vitesse, autant dire que ça laisse peu de chances de survie non seulement au navire, mais au skipper lui-même. Dans ce tour de l'Arctique, les défections se poursuivent. Guy Bernardin est pris d'une rage de dents terrible. Il doit se dérouter vers la Tasmanie. L'Américain Mike Plant reçoit de l'assistance en Nouvelle-Zélande. Assistance, vous avez compris, ça veut dire qu'il est disqualifié. Quant à l'Amazou, il passe le Cap Horn toujours en tête le 9 février 90. 7 concurrents passent eux aussi, mais Patrice Carpentier doit faire escale au Malouine à cause de son pilote automatique et donc il est lui aussi disqualifié. Ce qui veut dire que sur les 13 concurrents, il y en a 7 qui, jusqu'au bout, vont rester classés. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le 16 mars 1990 que Titouan Lamazou arrive le premier au Sable d'Olonne après 109 jours et 8 heures de cette course complètement folle. Loïc Perron aura mis 110 jours de son côté et Jean-Luc Van den Heede, qui était parti sans sponsor et qui avait loué son bateau, aura mis 112 jours seulement. La foule est en joie, vous avez vu toutes ces images souvent, les fumigènes, la nuée de bateaux accueillant les skippers. Le public a suivi cette première édition et le public s'est même passionné très vite pour cette course incroyable. Les marins sont un peu déboussolés. On les arrache quand même à 110 jours d'un isolement total, vous imaginez ? Titouan Lamazou bougonne. Je ne m'attendais pas à autant de monde, je ne sais pas quoi dire. Je vis avec cette course depuis 3 ans, mais dans l'esprit des gens, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Quand même, il se félicite. Remporter cette course, ça ne pouvait pas être mieux. C'était un sacré rendez-vous, dit-il. Et Loïc Perron, de son côté, atterrit, si je puis dire. Même la fin est un peu douloureuse. Ce n'est jamais facile d'arriver, dit-il. Et puis, il y a Philippe Poupon qui exprime son soulagement. « Ah, j'ai bien cru que j'allais y rester. Quand on revient sur Terre et qu'on ramène son bateau, je crois que c'est déjà suffisant. » Ça y est, la légende du Vendée Globe est née. Plus tard, en 92, on va instaurer des points de passage obligatoires pour empêcher les skippers de naviguer trop au sud et parmi les icebergs. La stabilité des bateaux va aussi être améliorée pour éviter les chavirages, bien sûr. Ce qui ne va pas empêcher l'édition dramatique de 1996-97 avec 4 chavirages, un naufrage, une collision et une disparition. Ça reste une course de l'extrême, c'est l'Everest des mers, n'est-ce pas, le Vendée Globe. Lors de cette première édition, il avait fallu 109 jours à Titouan Lamazou pour arriver. Eh bien, demain, je dis bien demain, les favoris, Charlie Dalin et Johan Richomme, pourraient bien boucler l'édition 24-25 en moins, tenez-vous bien, en moins de 65 jours. Vous écoutez Radio Classique.